Bonjour à tous, bienvenue dans 13 minutes. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Mariuska la slameuse. Bonjour Mariuska. Bonjour. J'aimerais qu'on parle de la femme derrière l'artiste parce que votre parcours est un exemple de résilience. J'ai fait quelques recherches sur vous. Est-ce que vous permettez qu'on en parle? Allons-y. Alors en 1997, lorsqu'éclate la guerre civile au Congo-Brazzaville, vous n'avez que 3 ans. Avec votre mère, vous vous réfugiez à Sibiti, c'est votre village natal. C'est ça. Vous vivez des moments extrêmement difficiles puisque finalement la guerre gagne l'arrière-pays et vous vous réfugiez dans la forêt. Vous êtes malnutri avec un gros ventre. Lorsque la guerre se termine, votre tante vient vous chercher à Sibiti pour vous ramener à Brazzaville et vous vivez plus de 15 années loin de vos parents. Qu'est-ce que cet épisode de votre vie représente pour vous aujourd'hui? Il faut dire que déjà, merci pour... c'est un sujet dont j'en parle très rarement. Et déjà, cette période de ma vie m'a appris à persévérer, à être patiente et surtout à contribuer à devenir la personne que je souhaite rêver. Ça n'a pas été évident de grandir sans ma mère à mes côtés, sans mon père à mes côtés. Et l'épisode de la guerre a été très difficile parce que j'ai commencé à souffrir d'un début de malnutrition. Et chaque fois que je regardais mes photos, j'avais un déchirement autour dans le cœur. J'étais vraiment... j'étais remontée, mais bizarrement, pas contre la vie, mais contre moi-même. Parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que cela arrivait. Et j'avais tout le temps les feedbacks des cadavres sur lesquels on marchait, bref. C'était vraiment très traumatisant. Et je me souviens dans le vol, parce que notre tante, maman Désirée, était venue me prendre moi et notre grand-père. J'ai fait la promesse à mon grand-père dans le vol, et jusqu'aujourd'hui, j'en ai encore en mémoire, qu'il ne va plus revenir à Sibiti. Parce que pour moi, Sibiti à cette période-là, c'était synonyme de guerre et tout. Et je lui ai fait cette promesse-là, et à moi-même aussi. Et quand je suis arrivée à Brazzaville, chaque fois que je regardais ces photos-là, c'était traumatisant en fait. Donc le jour où je me suis dit que ma vie c'est devant et non pas derrière, c'est le jour où j'ai déchiré ces photos. Vous dites justement dans un propos que chaque fois que vous regardez ces photos, vous pleurez et un jour vous avez décidé de déchirer ces photos. C'était un symbole pour dire vous ne regardez plus dans le rétroviseur, votre vie c'est désormais devant. C'était un symbole de déchirer ces photos. C'était un symbole, oui, un symbole non pas seulement de prise de conscience, mais de changement de paradigme. Parce que je me disais, regarder chaque fois dans le passé, ça me freine, ça ne me permet pas d'avancer. Je ne suis pas à l'origine de mon passé ou je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé, mais je peux quand même être responsable de ce qui va arriver. Donc pour ça, il faut qu'il y ait vraiment une fissure entre ce passé assez dramatique, s'il faut le dire comme ça, et cet avenir que je veux vraiment plus joyeuse. Donc une fois que j'ai déchiré, je me dis que mon passé reste dans mon histoire, je ne peux pas changer ça, mais je vais accepter de porter ça sans pourtant que ce soit un fardeau et puis avancer avec cet avenir. Vous parlez de fissure tout à l'heure, je vais faire un jeu de mots puisque vos parents se séparent alors que vous n'êtes qu'en classe de 3e. C'est ça. Et vous dites que c'est à ce moment-là que vous prenez conscience, que vous vous dites je dois prendre ma vie en main. Pour prendre votre vie en main, pour vous occuper justement, pour prendre soin de vous, vous vendez des patates et des ignames à l'école alors que vous n'êtes qu'en 3e à vos collègues, à vos camarades. Qu'est-ce que cet épisode-là encore vous a appris? Ça m'a appris d'apprendre la responsabilité très tôt et aussi de ne pas me plaindre parce que les plaintes, en fin de compte, ça ne fait pas avancer. Ça m'a appris aussi que ce n'est pas mon environnement qui devait déterminer mon avenir. Donc, faire du commerce ne faisait pas de moi une personne moindre, mais m'aider plutôt à me responsabiliser, à me dire que si je n'arrive pas à recevoir ce que je demande, je dois travailler pour gagner ça. Donc, je vendais les patates, les ignames, les arachides. Un peu plus tard, j'ai commencé à coacher les élèves de mon école. Après, j'ai commencé à être formatrice.
tout ça pour réussir à avoir de l'argent pour acheter les livres. Parce que quand je suis arrivée jusqu'à l'université, les livres coûtaient hyper cher. Même parfois, la bourse que j'avais ne suffisait pas. Mais j'étais très tôt une sorte de personne qui a commencé à chercher très tôt à être le changement qu'elle voulait voir. Et c'est important d'en parler parce qu'aujourd'hui, on connaît Mariuska qui est très célèbre, la star, si je peux me permettre. On ne connaît pas la femme derrière. C'est important pour moi de souligner ça parce que votre parcours est un modèle qui envoie justement un exemple de résilience à la jeune génération et aux générations futures. C'est un message justement que vous envoyez aussi dans vos slams. C'est ça, un message de prise de conscience, un message de faire comprendre aux gens que avec le travail, le bon entourage, la bonne vision, on peut réussir. Et qu'aujourd'hui, il n'y a aucun pays dans le monde où le bonheur ou l'argent se cueille sur un arbre. Mais à travers le travail qu'on peut faire au quotidien, savoir aussi se priver de certaines choses pour atteindre ses objectifs, c'est très important parce qu'il y a des choses que les jeunes de mon âge faisaient à cette époque-là que moi je ne faisais pas parce que j'avais un objectif clair. Et comme on le dit souvent, quelqu'un qui compte sur ses parents ne vivra pas de la même manière que quelqu'un sur qui les parents comptent. Donc très tôt, j'étais consciente qu'en tant qu'aînée, j'avais mes frères et mes sœurs derrière moi, que je devais servir de modèle et que la séparation de nos parents ne devait pas être pour moi une raison de me lancer dans la débauche, dans la facilité, qu'au contraire, c'était un tremplin pour moi de me challenger. Et comme j'aime le dire, Salah, Sambila, Sambila, Salah, avec la prière, le travail, le bon entourage, on finit toujours par réaliser. Je crois que vous avez réussi, vous êtes un modèle. Vous parlez d'université tout à l'heure, vous étiez en Master 2 de droit à Mariangouabi en 2014 lorsque l'université traversait des grèves. C'est à ce moment-là que vous décidez d'interrompre vos études pour vous consacrer de manière professionnelle au slam. Pourquoi avoir choisi le slam? En vrai, c'est le slam qui m'a choisi parce que c'est arrivé à pic au moment où j'étais presque au bord de la dépression. Je voulais continuer mon doctorat, mais les grèves à répétition faisaient qu'on n'était pas bien fixé sur quand ça allait redémarrer. Et quand le slam est arrivé, c'est devenu une évidence parce que je m'exprimais à travers le slam et le slam a commencé à me faire voyager. Donc c'était comme une sorte d'appel que mademoiselle, il y a ce chemin aussi, que la vie, l'école, c'est bien, mais le talent aussi, tu peux te concentrer dessus. Donc, j'ai mené les deux chemins et finalement, le slam a pris le dessus. Mais je pense qu'un jour, je vais repartir à l'école. Je veux bien avoir mon doctorat. Ah ben, on vous le souhaite. Hein. Le 25 mai 2026, vous avez slamé à la cérémonie de la Journée de l'Afrique organisée à l'occasion des assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement. Qu'est-ce que ça représentait pour vous? Pour moi, c'est un écho. Un écho qu'aujourd'hui la jeunesse a sa place, que la voix de la jeunesse est prise en compte. Donc dire ces mots, dire ce texte, c'était aussi une manière d'interpeller non pas seulement nos dirigeants, mais aussi la jeunesse, que l'évolution de notre continent engage chacun de nous, peu importe d'où on se trouve, peu importe la sphère de compétences. C'est un travail que nous devons faire tous ensemble. Il n'y a pas qu'une seule personne qui est responsable de l'évolution de l'Afrique, c'est tous les Africains. C'est ça. J'ai justement écouté votre texte. Vous dites, je vous cite, financer le développement de l'Afrique, c'est rallumer les lumières dans les écoles sans lumière. C'est faire pousser des routes là où les rêves s'embourbent encore dans la poussière. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel message voulez-vous faire passer? Que le développement passe par l'éducation, dont j'ai parlé de l'école, parce qu'on peut avoir des infrastructures partout, mais si les gens ne sont pas éduqués, ça ne servira à rien. Ça passe par l'éducation, donc les formations, ça passe par les infrastructures, les routes pour la circulation des biens et des personnes. Ça passe aussi par cette affaire de couper, arrêter avec les visas. Heureusement, aujourd'hui, le Congo est un pays où il n'y aura plus de visas parce que la vision panafricaine, c'est celle aussi qui veut que les Africains circulent dans les pays pour permettre la circulation du savoir, des biens et des personnes. Vous dites dans le texte, effectivement, je vous reprends, que les murs des visas se brisent afin que la vision panafricaine se hisse. Exactement. Juste après votre prestation, c'est le président Denis Sassou Nguesso qui est monté sur scène pour dire son discours commémoratif et il annonce justement la suppression des visas pour tous les Africains qui veulent entrer au Congo à partir de janvier 2027. Qu'est-ce que ça vous a fait lorsque vous avez j'étais, je pense, la plus heureuse à ce moment-là parce que c'est comme tu souhaites que quelque chose se réalise, quelques minutes après on t'annonce que oui, c'est ça qui va se faire. Non, c'est un honneur d'avoir annoncé ça, une fierté, mais aussi une responsabilité pour dire que
nos voix donc sont entendues, nos souhaits sont entendus. À nous d'agir avec lucidité, avec responsabilité, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse n'est plus en marge de l'évolution. Les autorités, je pense, écoutent maintenant de plus en plus la voix de la jeunesse. Et on peut dire que c'était une coïncidence, mais pour moi, c'était aussi un signal pour dire que les artistes sont écoutés. Alors à nous de savoir quel genre de message aussi faire passer. Et que la culture est un levier de développement. Exactement. Alors Mariuska, la slameuse, impossible de vous recevoir sans parler justement de votre carrière. Votre carrière, c'est aussi le festival que vous organisez, le festival Slamo, 5e édition cette année, du 6 au 10 mai. C'est ça. Si ma mémoire est bonne. 5 ans pour un projet, c'est déjà l'âge de la maturité. Quel bilan à mi-parcours faites-vous de ce festival? Je pense que ce festival a démontré qu'on en avait besoin, au Congo en particulier, en Afrique en général, et qu'aujourd'hui les talents poétiques voulaient justement de cet événement-là pour faire briller leurs œuvres. Il nous faut travailler encore plus parce que je ne suis pas du genre à me cantonner sur mes réussites. Il faut se dire qu'on a encore des défis à relever, on a encore des objectifs à atteindre à travers ce festival. Et on a encore des artistes à mettre en avant. Je pense que si on réussit à mettre en place une sorte de machine qui pourrait permettre à ce que les artistes slameurs, slameuses vivent véritablement de leur art à travers ce festival et des connexions que cela peut créer, parce que la vision est que ça devienne une plateforme tournante d'expression, non pas qu'en Afrique centrale, mais même à l'international. Ça implique beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Jusque-là, on essaie d'avancer avec nos partenaires par rapport aux objectifs qu'on a chaque année. Mais la vision, c'est de faire en sorte que ça devienne un festival, pas que pour l'association Slamouraï, mais pour tous les Africains. Pour ne pas dire pour tous les slameurs du monde entier. Et ça, je pense que c'est possible. Il suffit juste de bien travailler. Merci Mariuska la slameuse d'être venue sur ce plateau. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Merci à vous d'avoir suivi 13 minutes qui se referment. Je vous retrouve pour le prochain numéro, toujours avec le même sourire.